J'aimerais céder la parole à Christine Dallaire, qui préside le prochain panel sur l'Université d'Ottawa. Alors, bonjour tout le monde. Merci et bravo aux organisateurs pour cette journée de réflexion aujourd'hui. Je pense que c'est un moment très important et je suis très contente de faire partie de l'activité. Je vous présente très brièvement nos panélistes. D'abord, Martin Meunier est professeur à l'École d'études politiques et anthropologiques. Sociologique. Oui. Il est détenteur de la chaire de recherche sur le Québec, la francophonie canadienne et les mutations culturelles. Sylvie Lamoureux, après une longue carrière en tant qu'enseignante et directrice dans le système scolaire franco-ontarien, nous a joint à l'Université d'Ottawa, à l'ILOB, à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme en tant que professeure. Elle est aussi membre de la Société royale du Canada. Et finalement, le sage du groupe, Joseph Yvon-Thériault, qui n'a plus besoin de présentation, on vient d'en parler avant, qu'il est aussi membre de la Société royale. Il était professeur à l'Université d'Ottawa de 1978 à 2008. Il est maintenant vice-doyen de la recherche à la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Alors, sans plus tarder, je vous explique un peu le format de notre table ronde. Chacun de nos professeur va avoir 10 minutes pour faire une courte présentation et ensuite, on va avoir à peu près 20 minutes d'échange avec des questions et ensuite, on va ouvrir aux questions de la salle. Alors, prenez note de vos questions et vos commentaires. On va avoir du temps pour la discussion et l'échange. Alors, on va commencer par Martin Meunier qui va nous faire un portrait. Bon, évidemment, je ne vous ai pas relu le titre officiel de ce panel, mais ce panel porte spécifiquement sur l'expérience à l'Université d'Ottawa. On va commencer avec Martin Meunier qui va nous faire un portrait démographique. Alors, bonjour. D'abord, j'aimerais remercier Serge Dupuis pour son invitation et pour son initiative et évidemment tous les partenaires de cette journée de réflexion. J'ai 10 minutes. C'est un peu serré pour des questions aussi sérieuse. Mon propos va se centrer, en fait, je vais revenir sur le rapport Houle-Corbeil sur les projections linguistiques pour le Canada 2011-2036, qui est paru en janvier 2017. Je vais tenter avec ce rapport, en fait, simplement de voir ce qu'on peut en tirer pour l'avenir de la francophonie en Ontario, mais aussi à Ottawa, tout particulièrement, pour savoir ce qui pourrait se passer. Quelques observations de départ. Le rapport « Le temps d'agir » du Comité consultatif en matière d'éducation postsecondaire de langue française dans la région du centre-sud-ouest a beaucoup insisté sur la croissance depuis les 10 dernières années de la population générale francophone et francophile, évidemment, du centre-sud-ouest et de la population étudiante francophone de la même région, bien sûr. Mais le rapport a peu ou pas explicité la démographie du Nord et de l'Est. En parle, en fait, ce n'était pas son but, bien sûr, mais ce serait intéressant de réagir un peu à cela, puisque le rapport... s'il est conscient, en fait, qu'une hausse de la population francophone, notamment dans le sud-ouest, ne donne pas nécessairement une population qui est un milieu de vie très, très fort, puisqu'il s'agit ici de faibles pourcentages, semble par contre dire qu'ailleurs, c'est-à-dire dans l'Est, dans le Nord, il n'y aura pas de progression et que d'une certaine façon, sans dire, il ne prône pas l'abandon, bien sûr, mais de ces milieux, mais de ne pas préconiser peut-être la suite des choses dans ces milieux-là, c'est-à-dire dans l'Est et dans le Nord. Et je crois que c'est peut-être là une vision, on pourrait dire, je pourrais y revenir, mais court de l'ensemble du problème. Puisque je n'ai pas de... Je vais peser ici, je pèse. Alors, très rapidement, puisque nous n'avons pas de temps. Je n'ai pas non plus de pointeur, donc il faudra ici voir, avec ma main, une sorte de... Veux-tu que je fasse Vanna White? Non, non.
vous avez ici la répartition par âge de population de langue maternelle française au Canada hors Québec. Eh bien, on voit ici très bien de 1971-2011, on voit ici très bien que la population vieillit. Également, si on regarde simplement l'âge médian selon le lieu de résidence de la première langue officielle parlée, selon 3 scénarios de 2036, puisque le groupe, en fait, Corbeil et Houle, ont travaillé pendant plusieurs années à tenter de faire des projections sur 2036 à partir d'une méthode qu'ils ont affinée depuis, ma foi, 5 à 7 ans, qui est contestable par ailleurs, mais la plus affinée qu'on peut connaître sur le marché, je pourrais dire. Il montre très bien que les francophones hors Québec vont avoir l'âge médian le plus vieux, en fait, selon à peu près tous les scénarios de faible, de forte immigration ou la population référentielle. Si on regarde, je vais très rapidement puisque je n'ai pas de temps, si on regarde l'effectif de population des minorités de langue officielle selon les 3 scénarios de projection, Québec et Canada hors Québec, si on regarde cela ici, c'est intéressant de voir que le français, l'anglais, selon le plot, augmente au Québec, ce qui peut causer un problème, on le verra tout à l'heure. Pour les Québécois, bien sûr, c'est un autre problème. Mais pour ce qui est du Canada hors Québec, il est, somme toute, assez stable en milliers de personnes, du moins, et non pas, évidemment, on comprendra, en pourcentage de la population. Si on continue également, eh bien, si on regarde que le Canada hors Québec, ici, avec les langues autres, ici, selon la langue maternelle, on voit que l'anglais même descend. Bien sûr, le français descend beaucoup, je peux vous le dire, évidemment, mais les autres augmentent également et sont les seuls qui augmentent. Et l'anglais aussi connaît une perte de langue maternelle anglaise. Si on regarde ici cette diapositive, alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir, allons-y avec les chiffres en premier lieu, qui touchent toujours, encore une fois, le Canada hors Québec, notamment la question française. Alors, concentrons-nous sur cela. On passerait de 3,9 selon les chiffres de 2011 ajustés, puisque, bon, je ne reviens pas sur la façon dont a été fait le recensement de 2011. Et si on regarde la projection qui a été faite par la suite, on voit que les chiffres varient de 3,9 à 3. Donc, une perte de quand même près de 20 du nombre de locuteurs, mais qui se traduit dans plusieurs des cas, soit de moins 44 000 à plus 62 000, tout dépendant s'il y a une faible ou une forte immigration. Évidemment, il y a des jeux ici qu'on peut faire selon les scénarios de projection. De plus, si on regarde la langue parlée à la maison, évidemment, encore une fois, vous le savez très bien que c'est presque 1 pour 2 en Ontario aujourd'hui. Et là encore, on voit... Oh, pardon, c'est pas ça. Excusez-moi. Là, il y a un problème. À la maison, merci. Si on regarde la langue parlée à la maison, on voit très bien ici que là, on voit une perte assez importante chez les francophones de 2,4 1,8, 1,9, 1,8, selon tous les scénarios. Là, évidemment, ça pose problème. Et si on regarde les autres, c'est là qu'on voit une progression assez très grande. Si on regarde en milliers de populations, en 2011, on parle de 3 278 à 6 000, s'il y a une forte augmentation, 6 000 populations de référence, c'est 6 millions, on peut dire en milliers, on parle ici. Donc, on voit vraiment une progression très importante du parler à la maison qui est allophone. On voit ici une perte donc assez importante chez le parler à la maison pour le francophone et une stabilité pour ce qui est relative pour ce qui est des anglophones. Si on regarde le taux de bilinguisme, alors là, pas beaucoup de choses à dire, sinon qu'il y a une relative stabilité, plus 3 pour Ottawa-Gatineau, l'Ontario hors région métropolitaine, on parle ici de 1 environ de différenciation. Ottawa-Gatineau, partie ontarienne, environ presque égale. Donc, peu de choses près pour ce qui est du bilinguisme en pourcentage. Si on regarde ici les effectifs de la population anglaise, française et autres, selon les 3 caractéristiques, encore une fois, les 3 scénarios, alors là, ce qui est intéressant de voir, là encore,
c'est, pour l'Ontario francophone, une diminution, certes, que l'on voit très bien, en milliers, de 169 à 132. Donc, une trentaine de milliers qui est disparu, c'est quand même important. Mais si on regarde, par exemple, pour le Grand Sudbury, ici, on parle de 20 Sudbury, on parlerait d'une perte de 25 mais aussi, regardons très correctement, le reste de l'Ontario, qui comprend bien sûr le célèbre centre sud-ouest, eh bien, on voit aussi une même diminution d'environ 20 pour 2036. Alors, si on regarde les chiffres ici que l'on donne, alors c'est assez étonnant, mais on parle ici, par exemple, selon tous les critères que vous avez ici, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas tout donné, hein, langue maternelle, les PLOP ou encore la première langue, c'est ça, la langue d'usage à la maison, on donne à peu près tout. Là-dessus, Corbeil ne voulait pas se faire prendre, j'imagine, par Castonguay pour se faire critiquer. Ce graphique est malheureusement trop petit pour tout le monde, mais il est très intéressant. Et là, c'est là que j'aurais dû avoir ma célèbre... Ton pointeur. Mais le pointeur, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder. Ça, ici, vous avez, je vous le dis parce que c'est trop petit, Région métropolitaine de recensement. Ah, mon Dieu, qui c'est qui a ça? C'est... Il est allé l'acheter. C'est ça. OK. Excellent. Wow. Ah là, on se sent, hein, en tout cas, c'est un homme nu qui a une robe de chambre tout d'un coup. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, ben là, vous avez deux scénarios. 2011 en foncé, 2036 en pâle. Ma foi, on a ici ce qu'on prenne la langue maternelle, la langue principale de la maison, la langue parlée. On parle ici de 25 ans, hein, 2036. Alors, on a ici de 20 ans à partir d'ici. On voit que le jeu prévu n'est pas très grand. Si on regarde le Québec, c'est bien ça, hein? Je vais être sûr de mon affaire. Oui. Oui, une minute, oui, bien sûr. Et on voit ici beaucoup plus, c'est beaucoup plus préoccupant comme baisse pour le Québec que ce ne l'est même que pour l'Ontario, pour la région d'Ottawa. Plus rapidement, s'il vous plaît, allez-y. Oui. Ici, je pourrais me rendre disponible ces chiffres. Ce qui est très intéressant, regardez, j'ai appelé René Houle qui m'a donné les chiffres pour 1534, je l'en remercie d'ailleurs. Et là, bon, pour les 1534, la population des 1534 par rapport à la population francophone, par rapport aux 1534 en général, on voit que les chiffres de 2011 à 2036 varient très peu, ma foi, selon tous les scénarios. Si on regarde par rapport à la population générale, ici, par exemple, la population, évidemment, des 1534 par rapport à la population francophone, elle baisse, parce qu'on l'a bien vu, c'est normal. On est très vieux, les francophones sont très vieux. Mais si on regarde la population générale, on parle ici d'une perte de 9, 8, 7, 8. On parle de quelque chose de très petit, somme toute. Il y a donc quelque chose comme une sorte de permanence du nombre et du pourcentage de francophones de 1534. Je conclus, puisqu'il le faut. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui, il y a quelque chose d'autre, mais tout ça pour dire que... OK. Une minute, OK. L'intérêt de ces chiffres, c'est de montrer d'abord, peut-être, de dédramatiser la situation, de voir qu'au fond, le nombre de francophones pourrait rester le même. Et donc, si l'université ne tend pas à vouloir grossir jusqu'à demain matin, elle est capable de se concentrer sur ce nombre-là. Cependant, si on regarde l'ensemble de l'Ontario, il est important de garder en tête, c'est pour ça que j'ai mis cela, qu'il n'y a pas seulement la question des nombres et la question de la diversification linguistique, ou si vous préférez, les langues allophones, qui prennent une importance très grande. Que ce soit ici ou ailleurs, on voit qu'en Ontario, la langue, par exemple, les langues chinoises, les langues indo-iraniennes, prennent beaucoup d'importance. Et là, le milieu compétitif des langues va avoir une importance. Et c'est peut-être là que la question des milieux de vie va se poser très fortement.
Et dans les milieux, évidemment, cosmopolites, ces milieux cosmopolites vont accueillir une pluralité très grande de locuteurs de toutes sortes de langues. Et est-ce que c'est là qu'on doit investir d'une certaine façon effort et argent pour conserver des milieux de vie en Ontario français dans l'éducation postsecondaire? C'est une question que je lance. Et puisque je n'ai plus de temps, je vous remercie. Merci, Martin. On va pouvoir revenir avec des questions dans la période de dialogue qui va suivre. Sylvie Lamoureux va maintenant nous parler de l'expérience d'accueil des étudiants à l'Université d'Ottawa, des étudiants francophones à l'Université d'Ottawa et leur intégration aussi au sein de la communauté de l'université. Merci beaucoup. Une précision, je suis membre du Collège des jeunes chercheurs de la Société royale. Et pas de la Société royale, parce que je suis en début de carrière, même si j'ai 51 ans, mais c'est un grand honneur quand même. Alors, je ne sais pas faire une petite précision pour ne pas enlever à tous ces membres de la Société royale qui sont ici présents pour leur œuvre de vie et que je respecte beaucoup. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches qui portent surtout sur l'Université d'Ottawa, mais avant de commencer, un merci à Serge Dupuis et à toute l'équipe d'organisateurs, mais aussi aux gens qui m'ont accompagné depuis ce virage de carrière qui s'est fait il y a déjà 17 ans, même si on dirait que c'est qu'il y a... je dois remercier l'Université d'Ottawa, en fin de compte, parce que c'est pas souvent qu'on trouve un employeur qui nous permet d'être critique d'eux et qui nous encourage d'être critique publiquement de ce qu'ils font dans le but d'améliorer. Je me considère une chercheure appliquée, parce que ce qui est important pour moi et ce qui a occasionné le virage que j'ai fait dans ma vie, c'était d'être capable de mettre à disposition des données qui permettent d'influencer et de modifier les pratiques qui se font au sein de nos établissements, que ce soit dans la scolarité obligatoire, maternelle à 12e année, ou dans les établissements postsecondaires. Alors, c'est le « et après » et quoi? Donc, l'importance d'une perspective critique. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont facilité ça. Je vais vous donner un contexte très bref que j'ai déjà entamé pour vous parler d'expériences de deux perspectives. Des données de la voix des étudiants. Et là, vous allez voir mon ancien parcours parce que j'ai vu que j'ai marqué « élève » dans ma diapo plutôt qu'étudiant. Et j'ai hâte d'entamer et de poursuivre avec la discussion et les questions qui vont s'en suivre. Alors, depuis 17 ans, j'ai vraiment entamé cette question ici en regardant la question d'identité linguistique lors des transitions scolaires. Je voyais mes anciens élèves, en tant qu'ancienne directrice d'école, quitter, vivre des expériences postsecondaires partout en province, en français, en anglais, en milieu bilingue, et revenir vraiment en se questionnant par rapport à leur identité. Pourtant, c'était des jeunes qui avaient une identité francophone très forte, au niveau secondaire, qui étaient engagés dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui se passait durant cette transition qui remettait ou qui les faisait remettre en question leur identité? C'est ce qui a précipité mon virage vers un doctorat accompagné de Normand Labrie qu'on va avoir l'honneur d'entendre aujourd'hui. De là, on a regardé vraiment la question des choix. Pour vous dire que l'Université d'Ottawa attire encore environ 55% des diplômés des écoles secondaires de langue française qui font le choix d'étudier en Ontario. Alors, c'est beaucoup, c'est une majorité, les chiffres demeurent à peu près les mêmes. Au niveau de l'Université d'Ottawa, dans la grande masse, les Franco-Ontariens représentent une partie toujours un peu plus petite de ce qu'on retrouve au niveau de la clientèle des entrants, alors ceux qui sont admis à l'université, peu importe le cycle. Et à l'intérieur de la cohorte qui vient directement du secondaire, ils ne sont plus majoritaires. On est près du 50%, mais on n'est plus majoritaire au niveau des entrants. Quelque chose à tenir en considération, alors que l'Université d'Ottawa prend une place de beaucoup plus grande à l'échelle nationale et internationale pour la francophonie. Alors, les questions qui m'intéressent sont celles-ci. Alors, les choix, l'accès, la persévérance, le succès, peu importe comment on le définit, les transitions, l'insécurité et la violence symbolique sont des thèmes qui traversent et qui sont le fil conducteur de la majorité de mes analyses. Ce n'est pas que je vais je vais chercher ces questions-là, mais c'est ce qui émerge. Puis ce qui est important de vous dire, dans les quelques minutes que j'ai ici, c'est que quand je fais ces présentations au sujet de mes résultats, que ce soit des publics en Ontario, au Canada ou à l'international, c'est toujours intéressant de voir des francophones de contexte minoritaire venir me voir et dire «
wow, c'est ma réalité à moi aussi. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est unique à l'Université d'Ottawa, mais j'ai le privilège d'être capable de faire mes recherches dans un milieu et même d'être encouragée par l'administration à faire mes recherches dans le milieu et d'en parler. Alors, la voix des étudiants. Alors, ce sont des paroles qui sont fortes. Je vous laisse le temps de les lire. Alors, pourquoi venir à l'Université d'Ottawa? Il y a un choix conscient. Je veux maintenir et améliorer mon français. On sent déjà une insécurité. On ressent que notre champ lexical, que la fluidité n'est peut-être pas le même qu'un francophone qui vient d'un milieu majoritaire. On est conscient du danger de ne pas continuer en français pour être capable de continuer à vivre notre langue et de pratiquer notre métier dans notre langue. Alors, une citation qui revient, vous pouvez mettre à peu près n'importe quelle ville de l'Ontario, là, parce qu'on a entendu, sauf Hearst et Hawkesbury, on s'entend peut-être. Un des plus grands défis, c'est le français. À Barrie, Windsor, Sudbury ou Thunder Bay, on parle tous de la même façon et les enseignants nous comprennent. Ici, c'est différent, c'est un français plus académique. Alors, juste cette citation-là fait beaucoup penser à ce qu'on fait au secondaire. Des fois, on lit entre les lignes. On sait ce que l'élève essaie de nous expliquer. Puis parce qu'on a le privilège d'avoir beaucoup de petites écoles de langue française, on connaît bien nos élèves et on sait ce qu'ils essaient de nous dire. Mais on ne rend pas un service. Et c'est quelque chose que les étudiants me disent. J'aurais aimé qu'on m'oblige à être plus précis, de chercher d'autres choses, parce qu'on ne m'a pas rendu service en lisant entre les lignes. À savoir que certains étudiants nous rapportent que des enseignants en province les laissent aussi écrire des réponses parfois dans la langue de Shakespeare plutôt que de Molière. Alors, un choc à l'entrée à l'université, c'est parce qu'au secondaire, j'avais de bonnes notes, mais soudainement, j'ai de la misère ici. La question du changement de registre, qui est connue, mais pas connue explicitement, et on ne sait pas, on n'est pas outillé pour être capable de passer d'un registre à l'autre. Une étudiante de la région de Windsor qui a gardé un journal de bord durant ses 3 premiers mois à l'Université d'Ottawa et qui me l'a partagé, qui m'autorise à en parler. Alors, pendant les premiers mois, cette étudiante qui était jeune, ancienne conseillère scolaire, a développé un mutisme durant les premières semaines. Elle était très intimidée par ce qu'elle attendait, les accents, les beaux mots. Et chaque fois qu'elle tentait de prendre la parole, on l'arrêtait quasiment chaque mot pour sa prononciation. Mais elle était surprise qu'on s'attendait beaucoup plus à l'accent plutôt que contenu, ce qu'on disait, mais qu'on reprochait pas les Français, les Belges, des emprunts de l'anglais. Alors, si tu viens d'ailleurs, c'est un emprunt de l'anglais. Si tu viens d'ici, c'est un anglicisme. Alors, vraiment, c'est des représentations par rapport à la langue et les accents qui sont forts. Alors, je me sens diminuée, indigne, invisible. C'est fort. Et j'ai perdu beaucoup de sommeil par rapport à cela. Et ça me fait continuer. Ce qui est un peu triste, c'est que ça fait 17 ans que je fais ces recherches-là. Et ça fait à peu près 17 ans que je recueille les mêmes données. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on n'essaie pas de mettre des choses en place pour les étudiants, mais c'est qu'il faut travailler sur plusieurs fronts en même temps. Alors, au niveau de l'accueil et l'intégration, ces données-là ont été recueillies à la demande du Bureau du registraire et de la gestion des effectifs scolaires qui m'ont demandé de les accompagner pour mieux comprendre ce que vivaient les étudiants de l'Ontario français lors de la transition et voir ce qu'on pouvait faire avec eux. Alors, depuis 2009, ça fait à peu près 5000 étudiants que j'ai rencontrés. Alors, on a des grandes données, puis on a décidé de mettre ensemble quelques initiatives. Alors, les défis, c'est vraiment les défis d'intégration, l'insécurité linguistique, mais qui n'est pas propre aux francophones en milieu minoritaire, qu'on retrouve aussi chez nos élèves dans le régime d'immersion à l'Université d'Ottawa et chez nos francophones internationaux. Alors, comment faire un arrimage pédagogique curriculaire et l'intégration? C'est la question qui se pose. Alors, je propose le titre de l'écoute à l'action parce qu'avec toutes les données, avec les analyses qu'on a proposées au bureau du registraire, particulièrement à l'équipe de liaison, il y a eu la mise en place de certaines activités, de certaines initiatives plus larges que des activités pour appuyer les étudiants. 2 ont été financés, la recherche, parce que ce n'était pas juste une question de mettre en œuvre une initiative, mais aussi de la documenter pour être capable de s'assurer qu'entre l'intention et le résultat, vraiment, on allait répondre aux besoins des étudiants franco-ontariens. Le premier était la mise en place du mentorat régional. Alors, de mettre les élèves qui étaient entrants
dès le mois de février-mars, lorsqu'ils étaient en 12e année, en contact avec des jeunes de leur région pour faciliter la transition, poser les questions, créer un sentiment de communauté. Parce que plusieurs jeunes en province viennent à l'Université d'Ottawa, sont souvent le seul de leur école secondaire qui va dans leur programme et parfois même le seul de leur école secondaire qui se rend jusqu'à Ottawa. Et être à 1000 km, 500 km, 2000 km de chez soi, c'est pas évident de s'intégrer dans un réseau, surtout quand tu rentres dans une classe et tu vois la gang de Béatrice Desloges prendre sa place puis réserve tous les sièges. Mais si tu es le seul qui arrive même de Marc-Garneau à Trenton, c'est pas évident de s'intégrer et de faire ce réseau-là. Et aussi l'initiative à la demande des étudiants, on a créé un nouveau cours de français pour essayer de rendre explicite le changement de registre qui est nécessaire et de faire un enseignement explicite, contextualisé des anglicismes et des éléments grammaticaux qui étaient peut-être mal saisis. Alors, qu'est-ce qui est ressorti? L'importance du cours français 1705 pour les jeunes de milieux franco-minoritaires de se retrouver entre eux et l'importance de cette relation-là avec un enseignant qui connaissait explicitement leur réalité, qui avait cette compréhension de qu'est-ce que c'était être franco-minoritaire, à l'occurrence un Acadien. Et l'année passée, on a rencontré les étudiants de la première cohorte et c'était unanime l'impact de ce cours sur leur réussite, non seulement sur le plan académique, mais par rapport à la confiance, de passer de l'insécurité linguistique à la sécurité linguistique. Nous travaillons aussi à creuser le processus de choix, comprendre pourquoi des jeunes persistent à choisir de fréquenter des universités anglophones lorsque les programmes sont offerts en français. On s'entend que tous les programmes ne sont pas offerts en français dans les collèges et les universités en Ontario. Donc, mais comment comprendre pourquoi, lorsque ça existe en français et on vit dans la région à proximité d'un établissement, qu'on fait ce choix-là? Alors, on peut prendre ces renseignements-là pour essayer d'apporter des correctifs chez nous et aussi les transferts collégiaux. Parce que lorsqu'on pense de qui sont nos étudiants à l'université, on a maintenant la massification, on a la diversité des trajectoires à l'entrée et à la sortie qui sont importantes. Ce qu'on retient à l'Université d'Ottawa, c'est que les étudiants ont des solutions. Il faut être à leur écoute, mais il faut aller de l'écoute à l'action. Et c'est ce qu'on voit particulièrement depuis 2011 avec le travail de la GES. Alors ça, c'est un travail qui se fait de près avec l'étudiant. Mais il faut aussi être capable de travailler avec le personnel et le corps professoral pour conscientiser les gens de qu'est-ce que c'est l'Université d'Ottawa comme établissement, qu'est-ce que c'est la réalité franco-ontarienne. Je trouve toujours un peu surprenant le fait que les gens se déplacent, acceptent un emploi dans un établissement, mais ne s'informent pas de qui est la clientèle, si on veut, quelles sont les réalités du milieu. Lorsque je me suis déplacée pendant 6 mois en Allemagne, je me suis informée. Alors, je trouve ça difficile de comprendre des gens qui ignorent complètement que les franco-ontariens existent. Donc, il y a du travail à faire à d'autres plans et ça ne relève pas nécessairement d'une chercheure, mais ça relève de la communauté, ça relève de l'ensemble de la communauté universitaire et dans les autres établissements aussi. Alors, il faut d'abord aussi informer nos pratiques par la recherche, de continuer à les documenter parce que la population évolue constamment. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Alors, sans plus tarder, on passe à Joseph Yvon. Oui, d'accord. Donc, je vais rester ici, moi. J'ai pas de machin comme ça. Merci aux organisateurs et merci au public. Je vois que c'est une question qui persiste à se poser. Moi aussi, j'ai juste 10 minutes, mais je pense qu'on a facilité un peu ma tâche parce que Michel Bock et François-Olivier Doré ont rappelé un peu où je me situais. Il y a quand même une certaine cohérence avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, on m'a demandé de dresser un portrait de la situation du français à l'Université d'Ottawa depuis les années 80. Pourquoi les années 80? Fort probablement parce que c'est le moment où, on l'a rappelé tout à l'heure, j'ai commencé à être professeur ici, c'est-à-dire en 1978. Mais je dois rappeler que j'étais à l'université plus tôt que cela, dans les années... au début des années 1970, de 1971 à 1973, j'ai passé 2 ans comme étudiant à la maîtrise. Un certain temps. Et donc, oui. Mais encore là, je ferai remonter au fait le portrait que je veux juste rapidement brosser là, et en tirer quelques conclusions. Je le ferai remonter un peu
plus tôt, en 1965, quoique je pense qu'en 1970, on était toujours dans le même milieu, là, année où l'université, on l'a rappelé, devient une université, ou l'université d'Ottawa, devient une université publique. Je pense que c'est important de revenir à ce moment pour bien comprendre ce que fut l'Université d'Ottawa et les options qui restent à la francophonie. Tout à l'heure, on l'a souligné, Michel Bock a appelé ça, je pense, les années mémoires. Là. Je vous parle à ce moment-ci des années mémoires, en disant un peu cette affirmation que peu importe ce que historiquement l'Université d'Ottawa a été dans son intention depuis sa fondation, dans les années 60, elle était de facto francophone. Je dis de facto francophone démographiquement, d'une part. En 65, au moment où l'Université d'Ottawa devient une université publique, plus de 60%, près du 2/3 des étudiants sont de langue maternelle française. N'oublions pas que tous ne reçoivent pas dans l'Université d'Ottawa à ce moment-là l'enseignement en français. En sciences, par exemple, des profs francophones vont enseigner en anglais à des étudiants francophones. Mais l'université est largement un lieu de vie francophone. La culture française est présente, la culture francophone est présente partout. Et l'idée d'enseigner en anglais, particulièrement en sciences, même à des francophones, c'était une vieille idée du bilinguisme des Oblats qui était encore là, mais on enseignait la culture en français puis les sciences en anglais. Donc, démographiquement, c'est une université. Professoralement, la plupart des profs sont francophones. Ceux qui sont, les Oblats sont encore très présents dans les années 65 à 70. C'est eux qui sont les dirigeants de l'université. Ils enseignent aussi. On l'a rappelé tout à l'heure. Wash l'a rappelé. Là, les Oblats anglo ont quitté à l'époque. Et donc, on est face à un corps professoral qui est fortement francophone. Sinon, ce qu'on pourrait dire des adeptes les jeunes professeurs anglo qui arrivent sont des gens qui ont étudié souvent à Paris, qui parlent très bien français et qui viennent parce que l'université d'Ottawa est francophone. Administrativement, le bureau des gouverneurs, et ça c'est un élément important dans ce que je veux souligner, là, qui est nommé par Toronto à l'époque, qui gère l'Université d'Ottawa. L'université, c'est une université qui a une certaine autonomie, qui est une corporation qui la gère, et très majoritairement francophone. Je pense, c'est le chiffre que m'avait donné le père Guindon à un moment donné, en disant on était 12 francophones franco-ontariens sur 16. Les 4 autres étaient des Irlandais ou des Italiens ou des Polonais catholiques. En fait, j'ai toujours cru que le gouvernement ontarien en 1965 avait donné aux francophones, encore largement catholiques, une université. Son caractère bilingue était secondaire. Il faut se rappeler encore, en 1965, que les écoles secondaires étaient bilingues et que les institutions qu'on donnait aux francophones étaient des institutions bilingues. Donc, qu'est-ce qu'on fait, donc, si on a donné aux francophones, par le bureau des gouverneurs, une université francophone, qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants de l'Université d'Ottawa et les élites francophones du bureau des gouverneurs de cette université qu'ils avaient reçue du gouvernement ontarien? Eh bien, ils l'ont bilinguisé. Auparavant, le bilinguisme, et là je cite encore le père Guénon, dans les premières années où il ne croyait pas tellement au bilinguisme, il est venu plus tard à y croire, mais dans les années 80, quand j'étais là, il disait « Le bilinguisme, c'est utilitaire, ça. Ça nous donne des sous, nous, les francophones. » C'était pas plus que ça. Eh bien, pendant les 30 ans que j'ai vécu à l'Université d'Ottawa, la proportion d'étudiants francophones a chuté de 1% par année. Passant, dans les années 70, de 65% à 35%. J'ai vérifié hier, on est autour de 30% aujourd'hui. On ne peut pas diminuer aussi vite quand on est moins. Le conseil d'administration s'est aussi bilinguisé. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait entrer des anglophones dans le conseil d'administration pour vanter le bilinguisme. Au début des années 90, on a aboli, et je dis ça, c'est toujours l'université, c'est pas à Toronto qui a demandé ça à l'Université d'Ottawa. Au début des années 90, on a aboli les tests de bilinguisme pour avoir un diplôme de l'Université d'Ottawa, dans une volonté explicite d'ouvrir
à plus d'anglophones à l'Université d'Ottawa. Hein. La faculté des arts, la faculté des sciences sociales, d'administration et d'éducation, qui était l'ancienne école normale, se sont bilinguisées aussi. Hein. C'est d'ailleurs, je dirais, la présence de l'Université d'Ottawa qui a empêché, et j'essaierai de m'expliquer en quelques minutes, là, tout développement significatif d'une politique universitaire francophone en Ontario. C'est parce que déjà, hein, si on n'a pas réglé le problème de l'université francophone en Ontario, c'est parce qu'il y avait l'Université d'Ottawa. Hein. Les écoles secondaires ont été réglées en 1966, les collèges communautaires, la création du collège de la cité collégiale en 89, du collège boréal, etc. Et donc, pourquoi on ne l'a pas réglé? Parce que les gouvernements ontariens ont cru avoir réglé la question universitaire francophone en 1965 en créant l'Université d'Ottawa, down there in East Ontario. Hein. Parce que les élites ontariennes aussi de l'Est n'ont pas revendiqué d'université. Hein. Et pourquoi ils n'ont pas revendiqué d'université? Pourquoi encore, on l'a rappelé, ils ne revendiquent pas beaucoup d'universités? C'est parce qu'ils ont l'Université d'Ottawa. Hein. Ils avaient formé, ils avaient devant eux une institution historique qu'ils pensaient leur appartenir. Hein. C'est pourquoi aussi, je dirais qu'aujourd'hui, hein, toute question de l'université francophone en Ontario ne pourra se résoudre sans modifier le statut de l'Université d'Ottawa. Hein. Parce que c'est là que les étudiants francophones sont les plus nombreux. Et si on veut qu'une université fonctionne, c'est là qu'il y a plus de programmes, et surtout des programmes d'études supérieures. C'est aussi là parce que les francophones qui sont à l'Université d'Ottawa aiment l'Université d'Ottawa. Hein, ils s'y sont identifiés, hein, et ils ont monté des traditions d'apprentissage. Il y a des programmes d'études supérieures, etc. Et donc, c'est sans cette modification-là. Donc, il y a un patrimoine. Je suis content que tout à l'heure, on rappelait que dans les années 90, je le disais déjà, il y a un patrimoine construit, hein, par des franco-catholiques depuis plus de 100 ans, hein, qu'on ne peut laisser tomber. Hein. Il y a des bibliothèques qui existent. L'Ontario français n'est pas à partir à zéro, n'a pas besoin de partir à zéro pour se construire une université. Elle l'a déjà fait. Hein. Pour toutes ces raisons, toute tentative en dehors de l'Université d'Ottawa pour créer un réseau universitaire francophone serait une régression ou serait vouée à l'échec. Hein. Une régression parce qu'on reviendrait à une plus petite université que ce qu'on a déjà, et échec parce qu'on n'aurait pas le nombre d'étudiants si on laisse l'Université d'Ottawa fonctionner avec des étudiants francophones. Que faire alors? Hein? On ne peut plus... Ouais. C'est bon. J'allais dire, donc, que faire? Donc, on ne peut plus franciser l'Université d'Ottawa. Hein? Les données sont trop fortes. Il y a 28 000 étudiants anglophones, puis il y a 12 000 étudiants francophones. Donc, on ne peut plus non plus, ce que je croyais encore dans les années 90, maintenir le bilinguisme à un niveau acceptable. Dans les textes que j'avais écrits autour des années 90, je disais, si l'université se maintenait à 18 000 étudiants, on pourrait aménager un biculturalisme à l'Université d'Ottawa et faire d'utiliser l'Université d'Ottawa comme patrimoine. Aujourd'hui, les anglophones sont presque 30 000 étudiants, les professeurs sont en grande partie anglophones, etc. Ce scénario-là n'est plus possible. Je dirais que, par exemple, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on doit passer par l'Université d'Ottawa, puis on doit la modifier, on ne peut pas la laisser là, puis faire un réseau à côté. On pourrait, je pense, je l'émets, là, comme je ne serai pas à la table ronde cet après-midi, j'ose émettre une proposition. Hein. On pourrait, par exemple, scinder son premier cycle en 2 collèges, hein, spatialement distincts, hein, le nord de la rue Somerset et le sud de la rue Somerset, hein, un francophone, un anglophone, et maintenir des programmes de 2e cycle et de 3e cycle conjoints, hein, et le collège francophone de l'Université d'Ottawa, hein, qui serait spatialement, géographiquement et qui maintiendrait le pavillon Tabaret dans ses ailes, pourrait être lié à un réseau provincial, genre UQAM, de l'Université ontarienne.
hein, de l'Université franco-ontarienne. On y conserverait ainsi une grande université avec une grande tradition, avec des programmes de 2e et de 3e cycle déjà constitués, un patrimoine franco-ontarien, et on gagnerait la direction d'une université franco-ontarienne. Merci. Alors, merci à nos 3 panélistes. Je vais vous demander un peu, ça va vous permettre de revenir sur vos propos. Je vous pose une question en 2 parties. Je voudrais savoir, revenir un peu sur vos présentations aussi. Yvon, tu y as touché un peu. L'influence des nombres, donc les nombres que Martin nous a présentés déjà, et l'influence de 1993, quand on a éliminé l'obligation d'avoir un diplôme de premier cycle bilingue, donc quand on a évacué la question des normes linguistiques pour tous les étudiants du premier cycle. Ça l'a, et quelles sont toujours aujourd'hui les influences, l'incidence sur le recrutement des étudiants et du corps professoral? Ce que ça a comme influence sur l'intégration et l'accueil des Franco-ontariens dans la communauté universitaire, sur nos programmes, et aussi sur la gouvernance de l'Université d'Ottawa et son potentiel de continuer de maintenir son mandat de 1965 que nous représentait, dont nous rappelait Linda tantôt, dont nous a parlé Joseph Yvon aussi, son mandat spécifique dans sa loi constituante de l'Université d'Ottawa envers la communauté. Donc, les nombres et le 1993, quand on a éliminé les bacs bilingues. Chacun votre tour. Ben, moi, je vais prendre ça autrement. Je ne réponds pas aux questions. Non, je vais répondre à la question, mais c'est-à-dire que si j'ai décidé de prendre cet angle-là dans la présentation des données, c'est parce que les représentations fortes actuellement dans la communauté, c'est au fond que le Nord et l'Est francophones vont disparaître. Et ça, j'enjoins ici quiconque de me dire qu'il n'a pas entendu ça à quelque part, à un moment donné. Peut-être même l'a-t-il pensé. En secret, bien sûr. Non, pour moi, ça a de l'importance. Ici, si j'ai voulu donc rappeler ces chiffres, c'est pour dire simplement que, on m'a demandé de parler de l'Est, j'aurais pu parler d'autres choses. Je parle de l'Est, donc, la communauté francophone de l'Est ne va pas disparaître. Et mieux encore, elle va demeurer, donc, elle va demeurer à peu près celle qu'elle est là, numériquement parlant, pas vraiment plus grosse et pas vraiment plus petite, d'après, évidemment, les projections. Évidemment, tout de suite après cela, une fois qu'on a le nombre de plop, de personnes qui parlent la langue française, première langue officielle comprise, alors là, une fois qu'on a ça, ils peuvent aller partout. Et là, bon, ma collègue ici a étudié ça finement, de sa thèse doctorale à plusieurs travaux. Ils peuvent décider de ne pas enjoindre le système d'éducation en français, bien sûr. Et là, c'est un autre défi. Mais moi, je pars avec le départ, hein, juste pour combattre une représentation et un préjugé ténace à partir des chiffres qui m'ont été donnés. Je le répète, je vous enjoins à lire le rapport de Houle et de Corbeil de Statistique Canada sur cela. C'est très intéressant. Et je vous dirais vraiment, ce sont les Québécois et Québécoises qui devraient être plus inquiets que, curieusement, les Ontariens, les Franco-Ontariens. Et ça nous change un peu des résultats qu'on a souvent vus à Statistique Canada. Cela dit, bon, l'influence des nombres, donc, c'est ça qu'il faut voir. Moi, je suis parti de là, et donc de dire que... et là, il y a comme une bataille interrégionale dans le sud, le nord, l'est, à savoir qui va demeurer, qui va rester. Et j'ai l'impression qu'on est en train de mettre des œufs dans un même panier sans nécessairement véritablement voir qu'il y a des communautés qui vont perdurer. J'ai traité la question des 15-34 ans. Hein. À Toronto, les 15-34 ans, si on regarde, il y a une augmentation d'environ 20 %. C'est pas mal, c'est bon. À Ottawa, je vous l'ai montré, c'est stable. C'est 20 % à Toronto, mais ce n'est pas 70 % puis moins 50 % à Ottawa. Alors, j'ai l'impression que ces représentations-là sont importantes
Et il faut aussi penser non seulement la question des nombres, mais aussi la question du milieu de vie. Où voulons-nous, en Ontario, créer des milieux de vie forts pour les francophones? Ce que nous explique mon collègue tout à l'heure, c'est de créer justement un milieu de vie, mais artificiellement, en scindant ce qui existe, en retranchant par apartheid des francophones d'un côté et des anglophones de l'autre. Je ne sais pas si, je le nargue véritablement, je ne sais pas si ça, si c'est vraiment la formule qu'il faut prendre, plutôt que peut-être réfléchir par en haut où on veut que ces communautés soient actives fortement dans l'Ontario de l'avenir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui a été fait en dehors d'une consultation populaire et en prenant en compte une possible disparition de communautés à l'est et au nord, alors que, ma foi, les chiffres que je viens de vous montrer ne nous montrent pas ça. Oui. Oui, donc, influence des nombres. Bon, évidemment, hein, je n'avais jamais été, je pense, convaincu par le bilinguisme institutionnel, hein, mais j'ai quand même acquis une expérience à l'Université d'Ottawa qui me semblait que le bilinguisme institutionnel, quand il repose sur la majorité, peut fonctionner. Et que pendant des années, ça marchait à l'Université d'Ottawa. N'oublions pas. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'Université d'Ottawa, on a tout le monde devait parler français parce que, un petit point en parenthèse, tous les secrétaires et les personnels administratifs étaient franco. Parce qu'on ne trouvait pas de personnel bilingue dans les années 70 à l'Université d'Ottawa. Et donc, tous les procès-verbaux des réunions, tous les comptes rendus des textes, etc., étaient en français. Et donc, il n'y a personne qui pouvait travailler à l'Université d'Ottawa puis réussir administrativement sans bien posséder le français. C'est ce que j'appelle le bilinguisme était reposait sur le dos de la majorité, ce qui est le contraire au gouvernement fédéral actuellement, où le bilinguisme repose sur les minorités et que les francophones nous disent c'est nous qui sommes obligés d'apprendre à parler français. Donc, je dis, quand on a... Je me souviens, dans les années... à la fin des années 80, on disait, quand on descendra en bas de 40, là, on va avoir de la misère. Je veux dire, on est passé à 30. Je veux dire, mais... donc, ça, c'est sûr. Et c'est une question aussi pourquoi que les gens de l'Université d'Ottawa, bon, les gens de ma génération, n'ont pas revendiqué beaucoup l'université francophone parce qu'ils avaient ce milieu de vie-là. Moi, j'ai vécu aussi quelques années au Collège Algonquin avant sa scission. Au Collège Algonquin, les francophones étaient très minoritaires et presque tout le monde était d'accord pour dire il faut un collège francophone. Je pense que c'est un peu comme ça aussi dans le nord de l'Ontario. Je veux dire, plus on est minoritaire, plus on se dit, écoutez, à moins de se fondre et de se bilinguiser complètement, si on veut un espace francophone, et là, je ferai une petite remarque en disant, écoutez, ta remarque sur l'apartheid serait juste si il n'existait pas quelque chose au Canada comme la dualité nationale. Et de revendiquer une université francophone, ce n'est pas revendiquer un apartheid, c'est revendiquer une université pour une des deux communautés sociétales qui ont fait l'histoire de ce pays puis qui sont encore reconnues constitutionnellement. Et quand la moitié des étudiants qui sont là portent les deux communautés, comment tu fais ça? En 60, ça marche, mais aujourd'hui... Bien, ils ne portent pas c'est la langue française qui définira, ils choisiront la langue par laquelle ils veulent s'éduquer dans le milieu universitaire. Et c'est cette langue fera société, peu importe l'origine des gens qui y sont et que les parents de ces gens-là, etc. Voilà qui est plus clair. Donc, oui. Donc, l'autre petite question, c'est le 1993, l'abolition... qui n'était pas une revendication franco-ontarienne, l'idée d'avoir un diplôme bilingue, parce que les franco-ontariens, ils trouvaient ça un peu ridicule de passer ces tests-là. C'était des tests ils étaient bilingues parfois, donc ils arrivaient là, puis ils passaient tous. C'était les anglos qui ça bloquait. Donc, mais je vais juste montrer le signe, je veux dire, ce qu'on pourrait appeler le désensouchement ou la désocialisation de l'Université d'Ottawa.
En 1965, Linda Cardinal l'a rappelé, et on le soulignait souvent à l'université dans les batailles qu'on a eues dans les années 80, la seule clause qu'il y avait dans l'acte de fondation de l'université, la seule mission que l'Université d'Ottawa avait de particulière, c'était pas envers les catholiques, c'était pas envers le bilinguisme, c'était envers la culture francophone de l'Ontario. Et donc, on disait donc, et ça, à cette époque-là, les dirigeants de l'université ne le niaient pas. Ils disaient, on va travailler pour ça. Puis, comme je disais tout un Guindon disait, là, notre université francophone, c'est juste qu'il nous faut des Anglais pour avoir plus d'argent. Puis, c'était ça. Mais, donc, 1965, franco. Après ça, l'université est devenue bilingue. On a dit, non, c'est le bilinguisme qui distingue l'Université d'Ottawa, et on a commencé à vanter l'université. Après ça, l'université est devenue canadienne. Quand on téléphone à l'Université d'Ottawa, c'est marqué l'université canadienne. Et maintenant, c'est l'université cosmopolite que monsieur voulait nous vendre tout à l'heure. Moi, je ne vendais rien. Mais donc, il y a une espèce moi, j'ai rien vendu. Il y a une espèce d'abstraction de l'université qui s'en va et qui est... Moi, on l'a rappelé ce matin, j'ai déjà dit que je ne voulais pas que l'université devienne un centre d'animation sociale. Là. Je veux que l'université soit ouverte sur le monde, puis qu'elle ait des programmes d'études supérieures, etc. Mais il y a quand même un lien entre la mission de l'université et une société particulière. Et je pense que l'Université d'Ottawa, c'est la tragédie de ma vie. Elle a perdu ça. Je dis c'est la tragédie de ma vie parce qu'on trouve intéressant quelque chose dans notre vie quand on a passé 30 ans dans une institution, que quand on sort, que l'institution ressemble plus à ce qu'on voudrait qu'elle ressemble que quand on est rentré. Et je pense pour l'Université d'Ottawa, pour moi, c'était le contraire. Okay. Si je peux me permettre d'avoir mon tour avant qu'on passe peut-être aux questions de la salle. L'influence des normes, j'aimerais peut-être l'aborder d'un autre sens parce que c'est beau de savoir que la population se maintient. L'Université d'Ottawa travaille fort avec ses collègues pour insister le maintien de foires universitaires dans les régions, dans le Nord. Quand on a ces événements-là, des fois, on entend certains de nos partenaires dire « Ah, ça coûte cher se déplacer à Timmins, ça coûte cher se déplacer à Sudbury, ça coûte cher se déplacer à Windsor. » Mais c'est vraiment le rapprochement vers ces populations stables. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 1993, dont la création des conseils scolaires de langue française, le rapprochement du postsecondaire et de la scolarité obligatoire, de penser en termes de continuum, d'avoir des dialogues. Ce n'est plus l'université, la tour d'ivoire, mais l'université dans un continuum qui travaille avec les collèges, qui travaille avec les gens du scolaire. Je suis bien heureuse de voir des gens des conseils scolaires ici aujourd'hui. Une autre chose qui a changé, c'est aussi le financement des universités. Et là, je vais vous parler de mon expérience plus de vice-doyenne programme qui doit couper des cours en raison de financement. On a une protection, on reçoit de l'argent, un appui de la province pour maintenir ouvert des cours à petit effectif au niveau de la 3e et la 4e année en français pour assurer la complétude des programmes, mais on n'a pas nécessairement cette protection-là pour les cours de première, 2e année. On n'a pas cette protection-là pour les cours de 2e et de 3e cycle. Alors, l'importance des nombres, elle est là parce qu'il y a des coûts de rattacher, le financement a changé, et quand que la province voit le financement de la francophonie en fonction d'effectifs, là, on retourne à ce que moi, je vivais en 1993 quand j'ai fondé l'École secondaire Marc Garneau, où on ne reconnaissait pas les acquis qui avaient été gagnés par la cause Marchand avec la création de l'École secondaire Le Caron par mon père en 1980. Il faut avoir un minimum pour assurer. Alors, on sait que la démographie est stable, mais de voir qu'il faut se battre dans les SMA, là, alors les ententes qui sont négociées avec la province, et que la francophonie est vue comme une catégorie spéciale qui ne fait pas partie d'un financement de base, ça ne changera pas ça avec la création d'une université franco-ontarienne. Alors, la force des normes est importante, et d'être capable de reconnaître qu'on ne pourra pas avoir des cours de 35 ou 40 dans certains cours de 4e année, et on ne le veut pas. Alors, on a les normes qui sont là, mais je pense qu'il faut aussi voir vers l'avenir et le mettre dans le contexte des changements des autres normes qui accompagnent les changements démographiques, mais aussi le changement de la population
qui se prévoit des études postsecondaires. Ce n'est plus une question de l'élite. Hein. C'était 5 % de la population ou moins. Quand moi, j'ai passé aux études postsecondaires en 1983, on a vraiment un revirement à ce moment-là. Alors, même si les nombres au niveau des 15 à 30 ans se maintiennent, la clientèle, la population qui accède à des études universitaires et la tendance augmente. Et on a la massification. Alors, quand on parle de nombres, quand on parle de l'influence des nombres, il faut vraiment le mettre dans ce contexte-là. Et je pense qu'il faut voir quels sont les besoins fondamentaux, en fonction de nos nombres qui sont stables, on le sait, qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable d'assurer à cette population stable tout ce qu'elle mérite, peu importe le format. Et ce dialogue-là doit fonctionner. Et on le fait en reconnaissant que ce n'est pas une taille, un poids, une mesure pour l'ensemble de la population, parce qu'on a une population diversifiée avec des besoins diversifiés, mais qu'il faut aussi, lorsqu'on accueille les gens de l'extérieur, les informer sur qui on est et qu'est-ce que ça veut dire être un Ontario français. Parce que de dire à quelqu'un « écoute-toi parler, tu ne sonnes pas francophone » est inacceptable. Et quand moi, je parle à mes patrons, je dis « on ne peut pas les congédier pour ça » et semblerait-il que non. À ma grande surprise. Mais comment conscientiser les gens et conscientiser aussi les élèves, les étudiants, les futurs étudiants, élèves d'ailleurs qui choisissent l'Université d'Ottawa, pour qu'eux ne disent pas « mais écoute donc, parler ce monde-là, ils ne sont pas vraiment francophones ». Parce que ce problème-là va perdurer. Alors, on a des normes, on a besoin, les gens d'ailleurs, les gens d'ici, on a besoin des francophiles qui veulent étudier en français. Mais comment conscientiser ces gens-là pour qu'on ne perde pas notre place, pour qu'on demeure en sécurité linguistique, mais que la province nous donne les moyens d'offrir ce qu'on a besoin. Parce que même si nos normes vont à la hausse, sans un changement au niveau du financement, ça n'aura pas d'impact parce qu'on va dire, bien oui, mais regarde, ça coûte cher. OK, on s'entend, là, ça coûte cher, mais il y a des droits. Mais l'accès à l'éducation postsecondaire en Ontario n'est pas un droit entré dans la charte. L'éducation est encore un privilège, l'éducation postsecondaire. Alors, c'est des différences importantes qu'il faut tenir compte quand on fait ces analyses-là. Il faut prendre un recul. C'est pas facile, mais il faut étudier toutes ces questions-là en même temps qu'on étudie le dossier. Est-ce que je peux dire un petit mot là-dessus? Juste un... Très bref. Oui, parce qu'il me semble qu'il y a la question là, que ça coûte cher, puis des quotas, puis de dire... ça, c'est parce qu'on est dans une situation d'université bilingue où les nombres sont du côté anglophone. Et que quand on est dans un département, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'enseigne à 60, puis toi, tu dis « J'enseigne à 10 », on dit « On va faire sauter le cours de 10 ». Mais quand on le prend dans la moyenne ontarienne, là, sur Wilfrid Laurier, là, ils n'ont pas 70 étudiants en moyenne dans leur classe. Là, et il n'y a pas de démonstration mathématique que le fait de donner des subventions pour l'enseignement français dans les universités bilingues a coûté plus cher à l'Ontario. Ça, s'ils l'ont fait, c'est en grande partie parce qu'ils ont considéré que c'était moins cher de faire ça que de créer une université francophone. Et là, en disant on a 8 000 ou 15 000, quand on sera, il y aura des problèmes de contraintes dans une université franco-ontarienne, mais ces contraintes-là, elles ne seront plus là une lutte anglo-franco. Elles sont des contraintes qui sont des contraintes d'administration normale. Je vous avais promis le temps pour des questions, mais j'ai l'impression que je vais me faire dire que... Alors, on va prendre une question. Je vais essayer de forcer mes panélistes d'être beaucoup plus courts. Désolée d'avoir pris moins de temps d'avoir laissé moins de temps pour les questions, mais je dois avouer que je pense que nos panélistes ont quand même fait un bon travail. Oui. L'état de la Suisse. C'est pas mon grand domaine de spécialité, mais je peux en parler un petit peu. Alors, évidemment, depuis la dérogation des frais internationaux pour les étudiants internationaux ayant fait des études en français qui veulent poursuivre dans leurs études en français, parce que ça devient très difficile, la définition de francophile, francophone. Mais on voit définitivement une tendance à la hausse des inscriptions
de gens qui veulent poursuivre leurs études en français au premier, deuxième et troisième cycle venant d'ailleurs. Tant du côté de pays de la francophonie auxquels on pourrait penser plus facilement, mais aussi de pays d'ailleurs, notamment des cohortes de la Chine, auxquels on ne pense pas nécessairement comme un pays francophone. Mais il y a un travail particulier qui se fait dans les écoles secondaires en Chine au niveau des sciences sociales et des sciences humaines. Alors, il y a des programmes intensifs de français qui se créent pour assurer que ces élèves qui deviennent étudiants aient le niveau de compétences langagières nécessaires pour fonctionner dans l'environnement francophone. On voit une croissance dans ce domaine-là. On travaille et on participe avec les autres établissements du CUFO au Consortium Ontario. Il y a du recrutement qui se fait un peu partout. Mais l'université travaille depuis 1 an et regarde attentivement la question du mixage au niveau du recrutement. Alors, l'acronyme dans la langue de Shakespeare, on parle de Strategic Enrollment Management, parce que c'est vraiment de regarder, c'est pas juste augmenter les effectifs pour augmenter les effectifs, mais de voir le maintien et de regarder l'équilibre et l'impact de cela. Alors, il y a une attention particulière qui est portée à ça en ce moment. Il y a un comité qui a été créé pour le recrutement et la rétention qui se penche sur ces questions-là. Mais d'enlever la partie des frais internationaux, alors ces étudiants-là payent les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens, quoique les établissements postsecondaires ne reçoivent pas de financement de la part de la province pour ces étudiants-là. Alors, on voit une croissance et c'est dans des domaines très différents que les étudiants internationaux anglophones qui semblent se diriger beaucoup dans le domaine des affaires ou en génie, tandis que lorsqu'on remarque avec le recrutement francophone international, pour certains pays, ça semble aller vraiment vers les sciences humaines et sociales, que ce soit le Mexique, l'Amérique du Sud, la Chine. Avec le Maghreb, c'est beaucoup plus différencié. Et il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait en ce moment pour... on avait des co-tutelles en place depuis très longtemps, mais d'augmenter la possibilité de programmes conjoints où les étudiants demeurent inscrits dans leurs institutions de rattache, alors que ce soit à Louvain-la-Neuve en Belgique ou à l'Université d'Ottawa, mais on a des cohortes qui vont faire leur programme en même temps, et ça commence à l'automne en criminologie en français. Alors, d'essayer d'augmenter ces liens-là avec la francophonie pour ceux qui veulent bénéficier de ces ententes-là, mais aussi de voir, mais on fait vraiment une étude par rapport à l'impact sur les programmes et toujours à ne pas enlever de place aux étudiants canadiens francophones qui voudraient poursuivre en français, parce que c'est là la priorité première. Je pourrais te donner le nom de la personne qui pourrait t'informer davantage. Puis on a des gens ici de la liaison de l'Université d'Ottawa. Je pourrais vous présenter au lunch, puis eux autres pourraient vous donner des informations beaucoup plus précises à ce sujet. Pour poursuivre là-dessus, je vous encouragerais tous à ne pas hésiter à poser vos questions. Ils ne mordent pas. Vous pouvez venir les voir pendant le lunch. Alors, je suis certaine qu'ils vont être très contents de répondre à vos questions. Je voudrais dire merci à nos panélistes qui nous ont donné beaucoup à réfléchir sur l'Université d'Ottawa, où on en est aujourd'hui sur le campus dans nos programmes et ce que ça peut vouloir dire pour le projet d'université franco-ontarienne. Mais comme on ne veut pas que l'Université d'Ottawa prenne toute la place, il y a d'autres universités aussi en Ontario et j'ai bien hâte d'entendre les panélistes et les prochaines interventions pour le reste de la journée. Alors, on donne il nous reste à peu près 8 minutes avant la prochaine activité. Merci beaucoup à tous et merci surtout à nos panélistes. Vous avez été très, très intéressants. Merci, Christine.